Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce meet-up autour du coup du Vision Pro et du futur de l'expérience utilisateur. Et avant le talk du coup de Johan qui sera en fin de matinée, on va faire deux talks de démarrage. Le premier, moi, je vais démarrer pour vous sensibiliser sur une notion qui est l'électronisme et notamment le lien entre l'électronisme et la persuasion. Et ensuite, Antonin nous fera une conférence sur les startups à suivre cette année, notamment sur la partie IA. Donc, je laisserai se présenter tout à l'heure. Et on terminera du coup sur la conférence sur le Vision Pro avec une solution que Joanne nous a ramenée. Donc rapidement, moi je suis fondatrice chez Carré Sauvage, donc c'est un studio de design et un startup studio. Donc je m'intéresse au sujet notamment d'expérience utilisateur, aux nouvelles expériences utilisateurs et surtout au lien entre les sciences cognitives. Donc est-ce que les expériences qu'on propose, les produits et services sont bons pour l'humain aujourd'hui et demain, surtout sur le côté un peu prospectif. Donc moi, ce que je voulais vous parler, c'est un peu l'évolution de l'électronisme. C'est une notion qu'on a commencé à parler il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, 2019, on a commencé à avoir des premiers rapports, notamment européens, sur le sujet. Donc l'électronisme, c'est quoi? Juste rapidement, c'est l'illettrisme numérique. Donc le principe du coup de l'électronisme, c'est d'avoir un manque ou une faible capacité dans les compétences numériques. Donc étant designer de formation, forcément, moi, ça me touche de me dire que on design des produits, des services, qu'on crée des business et qu'il y a une partie des utilisateurs qui vont pas pouvoir s'en servir correctement. Ou même pas du tout, en fait, qu'on va complètement exclure par notre design. Donc, il y a eu des sujets, il y a eu un peu une actualité qui a été assez éphémère dans le temps. Donc, tout le monde a repris la même étude qui est sortie. Il y a eu à la fois l'INSEE et l'étude européenne qui comparait du coup ce sujet sur tous les pays. Et du coup, on a eu un plan avec 30 millions d'euros pour régler ce problème. Je pense que voilà, malheureusement, c'est pas aussi magique que ça. Il suffit pas juste de mettre quelques millions pour se dire c'est bon, tout le monde a acquis les compétences numériques comme ça et tout va mieux du coup sur les produits et services. Donc pourquoi moi ça m'intéresse parce que il y a un peu une mauvaise compréhension de ce que c'est l'électronisme et notamment sur les datas qu'on a aujourd'hui. Quand on parle d'électronisme, on parle de quoi? On s'intéresse normalement dans les études, ils s'intéressent aux gens qui sont complètement coupés d'internet ou qui ne savent pas juste faire des actions de base comme faire une recherche. Donc ça, c'est ce qui les intéresse. Ils regardent ce pourcentage et du coup, sans surprise, on se dit, bah évidemment, les seniors qui n'ont pas connu cette transformation digitale sont les plus touchés. Bon, bah, jusque-là, pas de grande surprise. Mais si on creuse un petit peu plus, on peut se dire, moi j'avais remarqué notamment sur les datas de 2017-2018, on avait des premiers signaux qui étaient un petit peu euh, non encourageants, on va dire, pour notre métier, où on s'est dit c'est un peu plus complexe que la stat globale qu'on regarde comme ça. Donc là, on peut voir que progressivement, si on regarde juste les stats comme ça, parce qu'on peut faire tout dire à des datas, mais celles qui sont publiées, on se dit, ça va, finalement, tout va bien, on est en train de passer entre le graphique de gauche et le graphique de droite, on est en train de se dire, bon, bah finalement, on a un ensemble qui va évoluer au fur et à mesure, on est passé de 21% soi-disant d'électronisme en 2017 à moins de 15, donc c'est en train de se résorber au fur et à mesure. Euh, Moi, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que pas du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que si on commence à regarder les critères de comment ils ont mesuré ce qu'était une compétence digitale, là, vous allez avoir peur. Donc, ça, c'est quand on commence à regarder l'étude, ça c'est le graphique général, et je vais vous montrer du coup l'étude européenne, comment elle a été calculée. Ici, on se dit, bon, bah ok, c'est super, on a des compétences qui sont plus que basiques en vert clair, les compétences faibles, les compétences de base, et aucune compétence et utilisation d'Internet. Donc, aucune compétence et utilisation d'Internet, on en a de moins en moins, cette problématique. On a un taux d'équipement qui s'augmente de plus en plus, et on a des gens qui commencent à utiliser via des tablettes ou des smartphones, qui commencent à utiliser Internet sous d'autres formes que la forme juste avec le desktop et chercher. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de se dire, je suis allée creuser, de se dire qu'est-ce qu'on appelle plus que basique. Parce que là, c'est là que j'ai un gros doute par rapport à mon métier et par rapport à ce que je vois tous les jours en recherche utilisateur et en test utilisateur. Je me dis, soit on voit pas les bons, et ça fait quand même beaucoup de gens mauvais ou pas bons par rapport statistiquement qu'on voit pas, soit il y a un problème là-dessus.
Et donc on se dit, bon, bah en fait, il n'y a pas de problème, il y a presque pas de problème, parce que ils sont contents de se dire qu'une personne sur deux de moins de 29 ans a les compétences plus que basiques. Alors moi, je trouve que 1 sur 2, déjà, c'est très faible. C'est-à-dire que si c'est la meilleure stat et qu'on peut se dire qu'elle est bonne, 1 sur 2, c'est problématique. Ensuite, quand j'ai que 30% des 30-44 ans, je me dis, quand je fais du SaaS, quand je fais des applications mobiles, ou quand je design des produits et des services, on est quand même très très loin de pouvoir avoir un taux d'adoption. Donc quand je travaille, moi, avec des clients qui me disent, OK, on va améliorer notre taux de conversion, notre taux d'usage, l'adoption, etc., on commence à pouvoir se poser des questions, de se dire, OK, mais ça demande quelles compétences ton produit et ton service, quelles compétences de base dans le sens des choses que j'ai déjà appris ailleurs sur d'autres sites, c'est quoi les patterns, est-ce que je connais un peu les patterns pour pouvoir utiliser ton produit et ton service. Et là, quand on se parle du X, ça devient assez important. Et là, je vais vous montrer le détail de comment c'est évalué côté européen. C'est toujours des documents magnifiques. Hein. Genre, il y a quand même vraiment un souci du détail et de la mise en forme. Donc on se dit que il y a quatre grands panels qui sont étudiés, c'est assez simple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, pour ce qui est de chercher de l'information, on se dit qu'on est plus que basique si on sait faire une de ces 4 activités. Une. Donc, copier, coller ou bouger dans un dossier, sauvegarder un doc d'internet sur son ordi, avoir des informations des services publics, chercher un service et regarder tout ce qui est lien à la sécu. Une des actions. Donc, si je sais faire qu'un de ce truc-là, mais pas l'intégralité, bah, c'est ok, j'ai une compétence plus que basique. Là, c'est juste sur l'information. Donc, genre, c'est pour ça que quand on dit, ils ont évalué l'électronisme au fait de dire d'avoir 0 compétence numérique, je pense que par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est complètement déconnant, quoi. Genre là, on a une vraie problématique de se dire, moi, si les gens savent pas faire tout ça, déjà, il y a plein de choses que je peux pas leur faire faire sur un SaaS. Hein. Donc, ça, c'est le premier truc sur le champ de l'information. Donc, mais il y a pire. On étudie aussi la communication. Donc, la communication, c'est un peu d'un autre monde d'ailleurs. Hein. On nous parle pas de Slack, on nous parle pas de Gather, on nous parle pas de Discord. Il n'y a pas de notion de communication au sens des produits d'aujourd'hui. Et sur tout ce qui est problem solving, c'est un peu la même chose. C'est que c'est toujours là, on est plus que basique si on sait faire un de A et un de B, quoi. Donc, si je sais faire un achat en ligne et que je sais envoyer en airdrop un doc de mon téléphone à mon Mac, c'est bon, je suis plus que basique, c'est ce qu'on est dans les meilleurs stats qu'on parle de tout à l'heure. Donc si je reprends ce que je disais tout à l'heure, quand je disais il y a un sur deux, un jeune sur deux qui a des compétences plus que basiques, on voit bien que c'est catastrophique parce que ceux qui n'ont pas plus que basique, c'est vraiment ras des pâquerettes, on ne pourra pas leur permettre d'utiliser des produits ou des services. Parce qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup plus de compétences, ce qu'on design et ce qu'on propose. Et le software, bon là c'est pareil, c'est qu'il faut savoir, faut avoir plus que basique, faut savoir faire. Si vous savez faire un PPT, c'est bon, vous êtes plus que basique en software skills ou un Canva maintenant. Je pense que ça doit marcher aussi. Voilà, donc moi j'ai un petit problème par rapport à ça. Donc et ensuite ce graphique-là, qui est l'agrégat, il considère du coup que si on a plus que basique, un de plus que basique dans les 4 domaines, on est plus que basique, etc. Donc du coup on se retrouve avec un graphique et une étude qui nous montre que finalement, si on s'en tient aux chiffres agrégés qui ont été publiés dans la presse, on peut se dire franchement ça va, on se retrouve 8e en position européenne, on est très bien, tout le monde est très content, on se dit c'est pas la catastrophe. Moi, je trouve que c'est un peu la catastrophe, notamment sur certaines tranches d'âge où c'est là en fait où il va falloir qu'on prenne la suite et qu'il y ait une compréhension de la technologie, notamment quand on se parle de produits avec de l'IA, avec du Web3 ou avec tout type de technologie. Donc, quand on est designer, il y a un peu donc c'est un peu relatif à ce même, de se dire entre le moment où on te dit ok, il va falloir que tu puisses sauver la planète et tout, et c'est le démarrage du jeu où t'as 0 équipement, t'as rien, et t'as une petite machette, donc c'est un peu la galère. Donc on est un peu dans cette situation-là. Donc si on se dit que 50% des 15-29 ans, pardon, ont des compétences plus que basiques, combien ont vraiment le niveau nécessaire pour qu'on puisse maîtriser le monde numérique actuel? Et je vais raccrocher cette partie d'électronisme à une autre problématique qu'on a en design et qui va pas aider sur ce sujet un peu d'électronisme, c'est que évidemment, quand on a des gens qui ont du mal à utiliser des produits ou des services, et qu'en face, on a des personnes qui sont experts dans le domaine et qui sont experts dans la persuasion et l'influence, c'est un peu la rencontre évidente de victime escroc, quoi.
C'est-à-dire comment ne pas se laisser prendre au piège dans certaines stratégies, comment avoir de la liberté et du libre arbitre, alors qu'en fait, de toute façon, il y a une problématique dans la compétence. Donc en fait, on a 6 principes pour influencer. À influencer, c'est le côté positif. On peut dire on peut influencer une décision. Il y a des raccourcis qui nous permettent de se dire, à la base, le côté social, c'est de se dire, si Johan, il a acheté un produit, qu'il trouve ça génial, et vu qu'on se connaît, et que je me dis, moi, j'ai confiance dans ses compétences tech, je vais peut-être acheter le même produit, ça me fait un raccourci, j'ai pas besoin de me faire un benchmark de tout le marché. Et à la base, ça sert à ça, les raccourcis, ça sert à ça, la preuve sociale. Ça nous sert en tant qu'humains à avoir une certaine confiance dans la société, à gagner du temps et à nous permettre de faire des choix plus sécurisés. Entre-temps, du coup, ça a été un petit peu dévié. Est-ce qu'on peut utiliser ces mêmes principes qu'on peut utiliser pour un design positif, pour un design qui soit vertueux, on peut l'utiliser sur le côté dark pattern. Et donc, le premier principe, c'est la réciprocité. Donc, le principe de réciprocité, c'est que l'être humain, si on vous fait un cadeau et que ensuite, tout de suite après, on vous dit ce qu'on veut en échange, vous allez vous sentir un peu coincé. Donc, c'est un peu les stratégies qu'ont fait toutes les associations pour les dons. Voilà, c'est quelque chose qui est super documenté. Mais si je vous offre quelque chose et que je ne vous laisse pas choisir ce que vous voulez me donner en échange et quand est-ce que vous voulez me le donner en échange, j'applique un principe de persuasion. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous donner, je sais pas, je viens te ramener un super café et juste après je te dis, du coup, est-ce que tu peux me finir ma presse pour demain parce que là je suis vraiment à la bourre. Je t'ai donné un café, tu vas être coincé. En plus, c'est ton café préféré. Généralement, tu vas te sentir obligé de me dire oui ou tu vas pas être super à l'aise et tu vas pas te sentir forcément libre de faire un choix ou de dire non. Donc le principe de persuasion basée sur la réciprocité, c'est ce qu'on fait sur le web, on l'a fait de toutes les manières possibles. Je te file un e-book et en même temps je te demande autre chose. Il y a tout de suite le retour immédiat. Le principe de réciprocité manipulée, c'est on décide ce qu'on veut en échange de ce qu'on a donné. Alors que normalement, on peut pouvoir, si on donne quelque chose, le principe de réciprocité, c'est que je te donne quelque chose et j'attends que tu décides avec un libre arbitre ce que tu veux me donner en échange. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent Big Bang Theory. Thank you for that, but I got you and Leonard a few silly neighbor gifts, so I'll just put them under my tree. Wait, you bought me a present? Uh-huh. Why would you do such a thing? I don't know, because it's Christmas? Oh, Penny, I know you think you're being generous, but the foundation of gift giving is reciprocity. You haven't given me a gift. You've given me an obligation. Don't feel bad, Penny. It's a classic rookie mistake. My first Hanukkah with Sheldon, he yelled at me for 8 nights. Honey, it's okay. You don't have to get me anything in return. Of course I do. The essence of the custom is that I now have to go out and purchase for you a gift of commensurate value and representing the same perceived level of friendship as that represented by the gift you've given me. It's no wonder suicide rates skyrocket this time of year. Okay, you know what? Forget it. I'm not giving you a present. No, it's too late. I see it. That elf sticker says to Sheldon. The die has been cast. The moving finger has writ. Hannibal has crossed the Alps. I know it's funny when it's not happening to us. Sheldon, I am very, very sorry. Donc c'est un peu le principe. Donc c'est l'avantage avec Sheldon, c'est qu'il y a certaines notions qu'il traduit assez rapidement dans Big Bang Theory. Donc c'est de se dire, c'est une forme d'obligation, c'est une forme de dette qui fait qu'on va devoir revenir en arrière. Donc et proposer quelque chose en échange. Donc c'est vraiment un pattern qui nous permet aussi en termes de société de tenir. Donc c'est pour ça qu'on a, en tant que designer, on a aussi un enjeu de se dire ce qu'on fait sur le web et le marketing aussi. On a un enjeu de pas pourrir certains principes humains parce que sinon ça peut nous faire un retour un peu négatif de dire quand on a besoin du coup de réutiliser ces principes de cohérence, de confiance dans la société, ça sera plus utilisable parce qu'on aura épuisé ce principe. Donc le but c'est de pouvoir du coup rendre en échange et donc si on offre, on va se sentir obligé par engagement moral ou par gratitude. Donc c'est pour ça qu'on fait en marketing des échantillons gratuits, des cadeaux, des services pour inciter tout de suite après avoir fait un cadeau. Généralement ce qu'on demande c'est un achat. Donc ce qu'on va venir proposer c'est soit un achat, soit du lead si on est sur plutôt des données. Hop. Donc un petit exemple de scénario qu'on pourrait utiliser. Donc moi j'ai pensé à chaque fois pour chaque principe à réfléchir, à commencer à faire des scénarios un peu de tests, comme si on pouvait faire un jeu pour s'entraîner à se dire, ok, quel est le principe qui est abordé dans cette technique?
c'est quoi le principe de persuasion qui est dans cette technique? Est-ce que je le vois ou est-ce que je le vois pas? Donc un jeu qui est plus grand public, là je vous montre juste un peu le concept des scénarios. Donc c'est de se dire, on reçoit un email qui nous offre un guide pratique sur les meilleures sécurités en ligne. Évidemment, ce qu'on nous demande en échange, c'est des informations de contact. Donc est-ce qu'on est capable déjà de l'identifier? C'est quoi ce qu'on nous demande en échange? Et la question à se poser, c'est pas de pas le faire, c'est de se dire, ok, est-ce que ça me semble fiable? Et est-ce que c'est quoi ce qu'on me demande et est-ce que je trouve ça logique par rapport à ce qu'on m'a offert de base? Le deuxième principe, c'est l'engagement et la cohérence. C'est-à-dire qu'on est très fidèle à notre passé. Très, très fidèle. Et on veut rester cohérent dans les choix qu'on fait. Donc, ce principe, c'est qu'en fait, le fait de vouloir être cohérent avec nos choix du passé, ça fait qu'on va avoir un moyen de pouvoir encourager et de tenir une promesse. Donc, si vous avez déjà donné un certain type d'association ou si vous avez déjà pris un engagement, et encore plus quand c'est publiquement, vous allez vous sentir obligé de continuer par juste objectif de cohérence. Donc ça c'est des méthodes qu'on peut utiliser pour rester fidèle. Donc c'est de se dire, ok, si je vais soutenir une cause, je vais me sentir mal si on me retarget plusieurs fois, de pas continuer parce que j'ai une image sociale où je m'étais déjà engagée sur un sujet. Et donc à l'inverse, on a un biais, le biais cognitif qui va avec ça, c'est le fait de pas être capable de pouvoir lâcher certaines croyances et d'avoir un biais de confirmation qui fait que plus on le fait, plus ça confirme, et du coup, moins on arrive à sortir de cette technique. Donc le but, c'est de se dire, on connaît bien les sites où on se dit, tiens, on va faire un quiz, ça nous permet de tester les connaissances en nutrition. Une fois qu'on a complété le quiz, on nous suggère des produits spécifiques sur nos résultats. Donc le principe, ça va être en fait d'avoir un engagement initial, de vous avoir mis dans un process, donc on sait du coup que vous êtes intéressé par ce problématique de nutrition. Vous nous avez donné de la data au fur et à mesure, et le but, c'est qu'on puisse du coup voir pour vous permettre d'aller acheter des produits. Donc le but, c'est de se dire à quel point le fait d'avoir rempli le quiz, ça m'a confirmé sur ce que je pensais. Donc typiquement, si je me dis, moi je pense que j'ai vraiment un problème avec, je sais pas, le gluten, alors que vous n'avez pas fait d'analyse, rien de scientifique. Vous dites, je fais un test, oui, ça confirme ce que j'étais en train de penser, vraiment le gluten, c'est cata, je peux pas. Tiens, on me propose un complément alimentaire qui me permet de mieux réguler sur, je sais pas, sur ma digestion ou autre. Donc forcément, ça va avoir un impact sur la décision d'achat. Et donc ça, c'est des techniques qu'on utilise assez régulièrement en marketing et en design. Et donc l'enjeu, c'est de se dire, sur un public qui est averti, c'est pas grave, on peut se dire, de toute façon, les gens, ils le savent. Le point où je veux en venir, c'est que sur un public électroniste, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire que vous venez vous attaquer à quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences et qui n'est pas forcément familier avec ce type de pattern. La preuve sociale, ça peut être clairement un exemple avec le marc de café dans les tuyaux. Genre, je pense que pour moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de se dire, tout le monde met du marc de café dans les tuyauteries en pensant que c'est une bonne idée parce qu'on a vu quelqu'un le faire et que tout le monde s'est auto-persuadé que cette légende urbaine marchait. C'est une catastrophe, ça bouge toutes les canalisations. Il ne faut pas mettre de marc de café dans les tuyaux. Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à suivre le comportement des autres dans une situation incertaine. Vous n'êtes pas plombier, vous y connaissez rien, vous dites, oui, pourquoi pas, le marc de café, ça a l'air dégraissant, peut-être que ça va être bon pour mes tuyauteries. Et donc, par ce raisonnement, vous allez faire un choix basé sur le fait que ce soit correct, plutôt que de faire une recherche ou d'aller poser la question à un professionnel. Donc, quand on montre des personnes qui adoptent un produit ou un comportement, ça va motiver, du coup, la preuve sociale à faire exactement la même chose. Et donc là, c'est là où il faut faire attention avec les différents influenceurs, parce qu'on peut voir que ça peut être des fois un peu manipulé. Donc c'est typiquement avec les restos, si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens devant un resto, vous dites que le resto est bon, c'est cognitif, c'est normal. Mais c'est aussi quelque chose de très logique et naturel, c'est-à-dire que si à la base tout le monde fait quelque chose et qu'il n'y a pas de danger et que les gens ne meurent pas, on se dit c'est plutôt une bonne solution. Et donc ça nous évite aussi cognitivement de passer toute notre journée dans notre tête à devoir faire des algorithmes de choix pour vérifier est-ce que je dois choisir la solution A ou B. Donc l'exemple, c'est de se dire, on a une pub pour un complément alimentaire, on montre des gens qui prétendent avoir bénéficié de ce produit, le produit est promu sur la base de témoignages et pas d'arguments scientifiques, et donc du coup, généralement, le fait que la popularité soit apparente, ça va pouvoir remporter par rapport au fait d'avoir quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Donc ça, c'est des méthodes qui sont utilisées pour justement aussi un peu arnaquer, notamment avec les faux compléments alimentaires qu'on a vus sur le marché. L'avant-dernier, la sympathie, c'est de se dire, alors ça c'est quand même en principe génial, vous avez intérêt à être sympa, dans tous les cas, être très charmant.
c'est qu'on est plus évidemment susceptible de se laisser persuader par des gens qu'on aime ou des gens qu'on identifie comme étant sympas. Donc on a beaucoup plus de chances de dire oui à des requêtes ou des suggestions que quand les gens on les aime bien ou qu'on les admire. Donc le costume, la manière de vous habiller, la manière de parler, de vous présenter, ça va avoir un impact. Et donc c'est pour ça que dans les arnaques, dans pas mal d'arnaques, ce que souvent disent les gens en témoignage, c'est de dire mais il avait l'air super sympa, il avait l'air très professionnel. Bah oui, parce que ça marche en fait. C'est déjà une manière de manipuler le choix et de persuader que au-delà de juste ce que vous voulez présenter. Donc si en fait on fait quelque chose pour que vous vous sentiez bien, on a une prédisposition positive envers la personne. Ceux qui ont compris ça, c'est aussi nature et découverte. Genre t'arrives, on te file un petit thé chaud, t'es en hiver, ça sent bon, t'es bien, t'es dans un très bon contexte pour pouvoir faire une balade et faire des achats. Donc le principe c'est de se dire, on en a plein, mais des blogueurs, des influenceurs qui recommandent un livre, ils partagent des histoires personnelles qui évoquent des émotions pour pouvoir convaincre d'acheter ce livre. Et la question, c'est de se dire, est-ce que la relation ou l'admiration que j'ai pour cette personne influence ou pas la décision que j'ai d'acheter ce livre? Est-ce que j'en avais besoin? Est-ce que je l'aurais fait si c'était pas cette personne qui le présentait? En fait, c'est ça le vrai sujet. L'autorité, alors là, c'est d'après les études scientifiques, ça c'est très fort en ce moment. C'est, je sais pas si vous connaissez cette vidéo qui a pas mal tourné, mais c'est de se dire, bah voilà, on crée un faux complément alimentaire, on le fait tester, on l'envoie à plein d'influenceurs pour en faire la promotion. Dedans, il y a un ingrédient qui est un poison toxique. En fait, personne regarde, tout le monde fait des reels, tout le monde en fait la promotion. Et du coup, le but, c'est de montrer qu'en fait, le problème de l'influence et de l'achat d'influence, c'est que vraiment, on ne regarde pas. Forcément, il y a plein d'influenceurs qui n'ont pas une de déontologie sur ce qu'ils proposent, et de montrer que là, très clairement, c'est un complément alimentaire qui avait des ingrédients qui étaient mortels pour l'humain, quoi. Donc, ils n'ont pas eu de problème à le promouvoir. Ils ont inventé des effets, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ont inventé, ils ont créé leur propre effet en disant oui, il y a plus de brillance sur mes cheveux, ma peau a changé, tout était génial. Alors qu'à la base, si vous en prenez un, vous êtes mort, quoi. Donc voilà, donc ils ont clairement menti, changé, juste parce que du coup, pour la promotion du produit, ils ont inventé une vie au produit. Donc ça, c'est des espèces de debunks qui sont aussi intéressants pour montrer que il n'y a pas forcément une vérification. Lui, il a juste envoyé en disant voilà, ça a été testé par un laboratoire. Personne n'a posé la question de quel laboratoire, c'était quoi les tests, qu'est-ce qu'il y a dans le produit. C'était pas un sujet. Donc c'est en ça qu'on voit que les arguments d'autorité, ça marche. Donc, on suit les experts ou ceux qu'on ont l'air. Donc ça, on l'a vu, genre avec tous les plateaux, BFM, etc. Il y a des experts de tout, n'importe quoi, pour toute l'actualité. Et généralement, peut-être que, j'espère que maintenant ça a commencé à descendre, mais c'est pas toujours sûr, mais de se dire que on a tendance à obéir à l'autorité et à suivre les personnes qui sont perçues comme étant des experts ou des figures d'autorité. Et donc c'est là où du coup c'est toujours pareil sur le côté libre arbitre, c'est un peu le syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire si un médecin vous dit quelque chose en blouse, il a plus d'arguments d'autorité que si on vous avait dit exactement la même chose dans un autre contexte. Donc la présence de spécialistes, l'usage de symboles ou d'informations ou de titres professionnels, vous pouvez voir ça sur tous les coachs, tous les fake landing pages de coaching ou de programmes à 15 000 euros pour devenir super entrepreneur et tout placer à Dubaï. Donc ça peut influencer, genre de savoir quel titre on va mettre, comment on se présente et quelles sont le posture d'expertise. Et c'est de dire que les gens ne vont pas forcément vérifier du coup ce que vous dites, ils vont voir est-ce qu'il y a une cohérence, encore une fois, entre la manière dans laquelle vous vous présentez, ce que vous affichez et les typologies de produits. Donc le but c'est de se dire on a un youtubeur qui recommande un régime alimentaire, on peut se dire ok s'il porte une blouse et qu'il utilise un vocabulaire technique, on sait qu'on va avoir une force de conviction qui va être supérieure que s'il n'avait pas eu cette cohérence là entre les deux. Donc l'apparence d'autorité, est-ce qu'elle suffit à rendre l'information vraie et utile? Et c'est ça tout l'enjeu qu'on a actuellement, c'est de se dire est-ce que l'information est véritable ou pas? Est-ce qu'elle est vraie? Et le dernier, c'est la rareté. Donc la rareté, on l'a utilisée, je pense, dans tous les scénarios possibles. Donc il y a une histoire qui est assez intéressante, qui est de se dire les fabricants de jouets adorent utiliser la rareté pour un truc. Alors moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre comment ça fonctionnait, parce que je me suis dit, mais quel est l'intérêt de rater Noël? De se dire, ok, on crée une rupture de stock et on rate Noël. On se dit, bah voilà, ce jeu qu'on a mis en promotion partout, il n'est pas disponible à Noël.
et il est en réassort au mois de janvier et de février. Et en fait, c'est volontaire, c'est parce que janvier-février, c'est les mois les plus creux dans l'industrie du jouet. Et donc du coup, ils font une promo à fond sur un jeu que tous les gamins veulent. Les parents peuvent pas le trouver, ils se rabattent sur un autre jeu du coup en décembre pour Noël. Ils offrent, mais c'est pas exactement le cadeau qu'ils voulaient. Et en janvier-février, ils recommencent une campagne de pub en disant ça y est, c'est disponible. Et là, il y en a plein les rayons. Et donc le parent, il a un peu pris au piège parce qu'il avait promis à son gamin ce jeu-là, ou en tout cas, il avait très bien compris que son enfant c'était ce jeu-là qu'il voulait pour Noël. Et donc du coup, généralement, il va l'acheter en janvier-février. Et donc cette méthode a fait que ils ont pu augmenter leurs chiffres sur janvier-février post-Noël, alors qu'à la base, c'était des mois qui étaient super creux. Mais ils n'ont pas baissé leur panier, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas baissé le panier du mois de décembre, c'est que les gens se sont rabattus sur d'autres jeux, de la proximité. Donc il y a eu une augmentation du panier moyen, juste avec une manipulation de la perception, et évidemment un peu l'engagement et la parole qu'on voulait donner pour son enfant. Donc l'exclusivité, la limitation, ça augmente forcément le désir de vouloir quelque chose. Et donc quand on souligne que quelque chose c'est rare ou en édition limitée ou qu'on crée une urgence, on peut inciter à une décision rapide et réfléchie qui fait qu'on va l'acheter et ça va renforcer la perception de la valeur d'ailleurs. Donc le but c'est de pouvoir ils utilisent des méthodes très classiques en stress marketing, mais qui vont vous inciter à faire un achat rapide pour pas que vous réfléchissiez et que vous compariez est-ce que vous en avez besoin. Donc, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Donc, il y a un peu une fracture, je terminerai là-dessus, une décorrélation entre les dark patterns qui sont hyper agressifs qu'on utilise aujourd'hui côté marketing ou côté design et les compétences numériques de la population. Moi, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que on n'est pas vraiment pour se défendre, c'est pas toujours hyper évident et on a un petit sujet sur la bienveillance qu'on a avec les populations autour de nous, sachant qu'il y a quand même un enjeu de faire monter les populations électronistes sur des patterns du web plus simples à utiliser, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font juste pas d'achat ou qui utilisent pas les produits et services juste parce qu'ils savent pas s'en servir, pas parce qu'ils en ont pas besoin. Donc c'est quand même un manque de users qu'on a aussi sur les produits et services qu'on propose. Donc on fait quoi? Si on doit faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'on va pas inventer un espèce de nouvel art martial qui est une self-défense numérique, de se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas une certif, un truc à passer, pour commencer à apprendre à ne pas se faire piéger dans certaines situations. Là, aujourd'hui, je sais pas si vous savez, mais on est dans une augmentation énorme des arnaques sur les comptes bancaires. Genre, on est à un stade entre les faux conseillers, les fausses remises de chèques, etc. C'est tellement brillant et ça se développe tellement qu'aujourd'hui, les banques ne suivent pas et il n'y a pas forcément de remboursement des gens. Donc, il y en a qui perdent énormément avec les systèmes qui sont créés là parce que ça utilise des mécaniques où il y a des arguments d'autorité, le conseiller, où il y a justement du design persuasif qui est une bonne recette quoi pour fonctionner et faire de l'arnaque. Donc aujourd'hui, du coup, on va se retrouver nous avec des utilisateurs après méfiants sur les produits et services et on va devoir refaire de la réassurance, etc. Donc ça rallonge les cycles de vente, c'est tout ce qu'on n'a pas forcément envie d'un point de vue business. Et donc du coup, on a monté une association qui s'appelle Easy, qui est le but, c'est une association mais uniquement pour le B2B, donc que pour les professionnels. Le but, c'est de commencer à travailler ensemble, de se dire, ok, comment on peut faire pour sensibiliser sur une conception et un design qui soit plus ouvert, plus inclusif, mais aussi plus sain, dans lequel les gens se sentent en confiance, soit un vecteur de confiance, et que ça nous permette du coup de différencier les produits et services qui sont sains des produits et services un peu abusifs. Donc voilà, donc ça c'est un enjeu que nous on a commencé à travailler pour sensibiliser notamment sur les créateurs de SaaS, les créateurs de produits et services numériques à destination de tout public, parce que je pense qu'on ne réglera pas le problème en étant que du côté formation B2C. Je pense que c'est énorme déjà à faire et à organiser. Il faut que les gens se déplacent et envie, etc. Donc ils font ça aujourd'hui avec des chèques numériques. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer de l'autre côté professionnel, de pouvoir faire des produits et services qui soient plus utilisables et avec moins de code compliqués. Parce que nous, on s'en rend pas compte parce qu'on navigue tous les jours, mais moi, je vois tous les jours des gens avec des formulaires, un champ de formulaire de saisie, où ils me disent, mais en fait, je comprends pas comment ça marche, quoi. Genre, ils pigent pas qu'il faut cliquer dedans et mettre de la donnée. C'est pas, parce qu'en fait, il y a plein de manières de le designer. Des fois, on met juste une barre, genre, en design, on s'amuse à faire des trucs qui sont trop cool pour nous, mais qui sont pas toujours utilisables ou compréhensibles par les autres. Voilà, c'est tout pour moi.